On se retrouve de bon matin dans la vallée du Byros, située dans la partie la plus occidentale des Pyrénées ariégeoises. À moins de 2 km au nord de la frontière espagnole, cette vallée ariégeoise est aujourd'hui quasi dépeuplée. Et pourtant, l'homme vit là depuis longtemps, et des générations d'éleveurs et de paysans se sont succédés en colonisant progressivement ces montagnes. C'est la découverte d'un filon de plomb argentifère dans les années 1830 qui va nous intéresser aujourd'hui, car elle changea à jamais l'histoire de la vallée. Aujourd'hui, nous partons donc à la découverte de mines abandonnées datant du 19e siècle. Elles se divisent en 3 sites. Rouge, situé à 1650 mètres d'altitude, Bentaïlou à 1900 mètres, et puis Chichoué, le premier site mis en exploitation à plus de 2100 mètres d'altitude. En 70 ans d'exploitation, ces mines ont produit plus de 110 000 tonnes de minerais de zinc et de plomb, soit près de 10% de la production du territoire national. On utilise le plomb sous forme d'oxyde, comme accumulateur pour les sources d'énergie par exemple, ou sous forme métallique. Le zinc, quant à lui, trouve des usages divers et variés dans le bâtiment. Du fait de leurs conditions géographiques, ces mines seront rapidement inscrites par le gouvernement français dans la classe des mines à conditions difficiles. Pour cette aventure, je serai accompagné de Lucas. Le temps d'enfiler notre matos et de se préparer pour la marche, nous nous posons déjà de nombreuses questions. Que reste-t-il aujourd'hui de ces mines abandonnées ? Comment, pendant plus d'un siècle, des centaines d'hommes vécurent-ils coupés du monde extérieur, livrés aux dangers de la montagne à plus de 2000 mètres d'altitude ? Et puis surtout pourquoi ? Pourquoi choisirent-ils de travailler dans ces conditions difficiles ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dès le début de la marche, nous croisons les ruines de l'ancienne laverie, appelée le Bocar d'Ely. C'est ici où convergeaient les minerais des différentes exploitations minières de la vallée. Cette laverie avait pour fonction de séparer les divers constituants du minerai brut sorti de la mine. En gros, on se servait de la laverie pour séparer le minerai métallique marchand des minéraux stériles. Le bocar était l'appareil le plus important et le plus bruyant de la laverie, et c'est sans doute pourquoi il donna son nom à celle-ci. Au milieu du Xe siècle, il est assez rare en France que la mine soit séparée du fond de la vallée par plus de 1000 mètres de dénivelé. Du coup, on trace sur plus de 10 km de descente une piste de Bentaïlou jusqu'au pied du Bocar d'Ely. Des charrettes à mulets empruntent alors ce chemin et acheminent le minerai jusqu'au fond de la vallée. Après 500 mètres de marche, ça fait du bien. Afin de franchir la montagne, on fait appel à l'industriel français Paul Decoville, l'inventeur du chemin de fer à petite dimension. Il trouve en altitude la possibilité d'un tracé rectiligne qui lui permet d'installer une ligne de chemin de fer. Les problèmes de terrain sont résolus en perçant 8 tunnels dont 6 existent encore de nos jours. L'originalité du système Decoville est d'être démontable. Dans les zones avalancheuses, on démonte avant chaque hiver les morceaux de la ligne les plus exposés pour les mettre à l'abri. Ensuite, chaque printemps, on réinstalle la ligne et le minerai peut à nouveau être acheminé vers la laverie. En 1880, les câbles révolutionnent le mode de descente du minerai. On installe alors un va-et-vient aérien constitué d'un câble métallique porteur. Après quelques centaines de mètres de montée, on aperçoit déjà les premiers vestiges de cet ancien câble, servant à descendre le minerai depuis la mine vers la laverie. Malgré la faiblesse de son débit, l'installation est plus économique que le transport par mulet ou wagonnet. Le système est une belle réussite économique, et l'ensemble des dimensions de cette ligne en fait le système de va-et-vient probablement le plus important de son époque.
Après plusieurs heures de montée, nous voilà enfin arrivés à la mine de Bentaylu. L'éloignement de ce site contraint le personnel à vivre sur place. On fait donc construire des dortoirs, une cantine et une forge. Et oui, l'entretien des outils nécessite la présence d'une forge proche des travaux. En visitant les différents bâtiments du site, on ne peut s'empêcher de réfléchir aux hommes qui y habitaient. Qui étaient ces mineurs et dans quelles conditions vivaient-ils? Dans les premières années d'exploitation, on ne tient pas de registre du personnel. La seule information qui nous parvient sur les mineurs est que ce sont presque tous des étrangers. Soit il s'agit de non-français, comme des Espagnols par exemple, soit les mineurs sont simplement de nationalité française mais n'habitent pas la vallée du Biros. Chaque année durant plus de 8 mois, en moyenne 200 mineurs font fonctionner la mine et vivent à H24 à haute altitude, coupés du monde extérieur. Dans le plein essor de 1907, cet effectif monte même jusqu'à plus de 500 hommes. La loi du 29 juin 1905, qui réduit la durée de travail à 8 heures par jour pour les mineurs, ne s'applique qu'aux mines de charbon. Cela signifie donc que la journée de travail dans les mines du Biros peut durer jusqu'à 12 heures. On met en place une rémunération élevée pour compenser la vie isolée en altitude, dans des conditions rustiques. D'ailleurs, l'ingénieur des mines écrit à ce sujet: « Ce prix élevé de la main-d'œuvre est la première conséquence de la situation élevée des travaux, qui ne sont accessibles que pendant 7 à 8 mois de l'année. On est obligé de renvoyer les ouvriers pendant l'hiver, et la discontinuité du travail, joint au peu d'incrément du séjour, fait que les ouvriers ont besoin d'avantages exceptionnels pour y rester. » Là on est au-dessus de la mine et on voit des entrées de galeries partout là, avec des chariots laissés à l'abandon à côté. Nous voici arrivés à l'étang de Chichoué, situé quelques mètres au-dessus des mines de Bentaylu. Ce lieu marque la fin de notre marche. Il est donc temps de faire demi-tour et de redescendre dans la vallée. Demain, nous attaquerons une journée encore plus difficile de l'autre côté de la vallée. On va monter à plus de 2300 mètres d'altitude, visiter une autre mine surnommée la Mangeuse d'Hommes. Deuxième jour, toujours en compagnie de Lucas, objectif la mine de Bullard. C'est en 1902 que des travaux sont réalisés sur le mine de Bullard, de l'autre côté de la vallée, face à la mine de Bentaylu. Cette nouvelle mine est exploitée sur 7 niveaux superposés, l'étage supérieur atteignant plus de 2550 mètres d'altitude, ce qui n'est pas courant en France à l'époque. Le minerai issu de cette mine est beaucoup plus riche que celui de Bentaylu. La minéralisation est nette, régulière, abondante, facile à suivre et bien délimitée. L'exploitation ne pose donc aucune difficulté technique, contrairement à l'installation des logements pour les mineurs et à l'accès à la mine.
Donc aujourd'hui on a démarré ici, tout en bas. Là on doit être à 1400 mètres. Là on voit la station rouge qu'on a visité la dernière fois. Et là les mines de Bentaïlou. Vu l'altitude de l'exploitation, les mineurs sont contraints de loger sur place. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible de bâtir à proximité immédiate de la mine, car il n'y a pas de terrasse naturelle pour les bâtiments. Le choix se porte donc sur un piton détaché du côté oriental. L'ingénieur des mines écrira que la position des baraquements était imposée. C'était en dehors des menaces d'avalanche, le seul endroit voisin des travaux où le terrain n'eut pas une pente supérieure à 45 degrés. Les logements sont alors construits sur cet emplacement, et très rapidement, il ne reste plus un seul mètre carré de libre. Entre ateliers, cantines, forges, magasins, logements des mineurs et des ouvriers du téléphérique, ce sont 8 constructions de tailles diverses qui sont édifiées. Là on s'est dit qu'on va accélérer parce qu'on voit les nuages qui commencent à arriver là. De l'Espagne. C'est bizarre pour une fois. Allez. On est sur les derniers mètres. Sur la crête de la montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude, l'installation est soumise à rude épreuve. Les déraillements du téléphérique y sont fréquents, et malgré la bénédiction par un évêque lors de leur construction, de nombreux pylônes sont abattus par les intempéries. De nos jours, après plusieurs heures de marche, ces installations demeurent impressionnantes, car les bâtiments sont toujours debout, véritable défi à la montagne. Le petit cirque glaciaire que l'on traverse avec Lucas abrite constamment un névé, ce qui assure l'alimentation en eau pour les mineurs. L'accès à la mine depuis les bâtiments est problématique. Le sentier allant aux travaux est, comment dire, assez dangereux. De nos jours, on peut encore apercevoir un câble métallique cramponné à la paroi rocheuse, servant autrefois de main courante aux mineurs allant à la mine. Ce sont les nombreux accidents mortels lors de l'exploitation, mais aussi la peur d'emprunter des chemins tels que celui-ci, qui serait à l'origine du surnom la mangeuse d'hommes. Plusieurs accidents ont lieu dans la mine. Si la plupart du temps ils sont liés à l'usage de la dynamite, les mineurs font aussi face à d'autres dangers. D'abord, les mineurs sont quotidiennement confrontés à la poussière du minerai de plomb carbonaté, due à la perforation mécanique. Cette poussière peut engendrer ce que l'on appelle la colique du plomb, une intoxication aiguë par le plomb se caractérisant par des crampes et des douleurs aiguës à l'abdomen. Dans les cas les plus graves, la colique du plomb entraîne une paralysie ou même la mort. Les mineurs sont donc invités à revêtir des protections, mais elles sont inconfortables et rapidement abandonnées. Ensuite, l'entassement de populations masculines d'origines diverses dans des locaux exigus perdus en pleine montagne engendre des conditions d'hygiène dégradées que déplore l'administration des mines. Les anciens baraquements sont dans un état de propreté douteuse. Leurs abords ainsi que ceux des différentes galeries sont d'une saleté repoussante et encombrés de détritus de toutes sortes. Enfin, n'oublions pas les conditions météorologiques. Le chemin de la mine étant déjà assez compliqué en temps normal, il était encore plus difficile l'hiver. Lorsque s'élève une tempête de neige, il peut être impossible pendant plusieurs jours d'atteindre la mine. L'exploitation présente donc en hiver d'assez grandes difficultés. C'est une lutte journalière pour déblayer les voies extérieures de la mine, mais malgré cela, les maisons d'ouvriers restent sous la neige. Et pour en sortir, on passe par les toits, ou par de véritables puits creusés devant les portes. L'hiver demande aussi plus de ressources, car le froid intense entraîne une consommation bien plus importante en combustible et en nourriture. Le transport des malades ou des blessés vers la vallée devient lui aussi plus difficile. À cette accumulation de dangers s'ajoute également l'angoisse de rester bloqué et isolé en pleine montagne sur de longues périodes.
Le gisement de Bullard est entièrement vidé en à peine quelques années et la saison 1918 sera la dernière. Durant la guerre, la mobilisation provoque la fermeture des mines du Biros au mois d'août 1914. Mais la France en guerre a besoin de métaux, notamment de zinc, donc la plupart des mineurs mobilisés sont rapidement réaffectés aux mines. Malgré le fait que la vie et le travail aux mines sont pénibles et dangereux, les mineurs ont le privilège dont ils n'ont probablement pas conscience d'échapper à la grande boucherie des tranchées. Dès la fin de la guerre, les mineurs de la vallée du Biros revendiquent pour leur pouvoir d'achat et déclenchent d'importantes grèves. L'inflation du prix des produits de consommation courante, que les salaires de la mine peinent à suivre, d'autant plus que les grèves amputent lourdement les salaires, rend l'activité traditionnelle agricole plus intéressante. Pour pallier à la pauvreté de son minerai face à la chute des cours des métaux au début des années 1950, il aurait fallu que les mines fournissent des quantités de ressources de plus en plus importantes, ce qui est impossible. À partir du milieu du XXe siècle, ce sont d'autres chantiers pyrénéens, comme les infrastructures hydroélectriques par exemple, qui drainent prioritairement les ouvriers au détriment des mines. Dès l'abandon définitif, et même encore aujourd'hui, ces sites font face au pillage. Toutes les structures en bois ont été arrachées et brûlées par des randonneurs à Bentaïlou ou par des occupants illégaux au Bokardeli. Tous les métaux récupérables et transportables sans le recours d'engins de levage ont été démontés et volés. L'Adréal demeure aujourd'hui seul responsable des sites. Les entrées menant au réseau souterrain des mines ont été bloquées par des murs en béton. Avec l'accord de l'Adréal et accompagné de spéléologues, il est toujours possible de parcourir l'intégralité du réseau souterrain minier. Sur un siècle, les mines du Biros ont connu 70 années d'activité industrielle, menées par une dizaine de sociétés différentes. Cette succession d'exploitations plus ou moins éphémères est révélatrice des difficultés du site. Avec le recul, il apparaît que la principale d'entre elles tenait à la complexité géologique du gisement, qui dérouta tous les exploitants. L'autre grande difficulté résidait dans l'attitude qui imposait aux mineurs de vivre en haute montagne dans des baraquements collectifs. C'est ce qui motiva d'ailleurs l'inscription de ces mines dans la classe des mines à conditions difficiles. Au-delà de cet intérêt du point de vue de l'histoire des techniques, ce patrimoine unique témoigne de l'impressionnant labeur des hommes.